Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 15 mars 2025. Épisode 224, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre, avec quelques flocons accompagnés de pas mal de pluie. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, campagne malveillante sur Pipey, plus de 14 000 téléchargements de packages essayant de voler des tokens d'accès au cloud. Le développeur présumé de Logbit extradé aux États-Unis. Vulnérabilité critique dans Mini Audio et Adobe Acrobat Reader, Cisco Talos a révélé des failles majeures. Black Bastard a mis en place un outil automatisé pour forcer les accès VPN. Fuite massive de données chez NTT Communications, 18 000 entreprises touchées. La newsletter de Radio Cessort est sortie ce matin avec un récap des articles que je publie sur LinkedIn et un focus sur Lookiloo. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cessort pour ne rien manquer. Une nouvelle campagne malveillante a ciblé les utilisateurs de Pipey, le référentiel de paquets Python, avec des bibliothèques frauduleuses conçues pour voler des jetons d'accès cloud. Découverte par Reversing Lab, cette opération a impliqué 20 paquets malveillants téléchargés plus de 14 100 fois avant leur suppression. Ces packages se divisent en deux catégories. Un premier groupe, comprenant des bibliothèques comme Snapshot Photo ou TimeCheck Server, servait à envoyer des données exfiltrées vers l'infrastructure de l'attaquant. Un second groupe, incluant client SDK, Al Client SDK et Ali Cloud-Client, se présentait comme des SDK pour différents services cloud, notamment Alibaba Cloud, AWS et Tencent Cloud. Parmi ces paquets, 3 d'entre eux, le iCloud Client, énuméré IAM et tcloud Python Test, ont été intégrés comme dépendants dans un projet GitHub relativement populaire, le Access Key Tools, qui a été forqué 42 fois et avec 519 étoiles. Une référence à tcloud Python Test a été ajoutée au projet dès novembre 2023, suggérant une diffusion prolongée. Cette révélation s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Fortinet FortiGuard Labs a récemment identifié des milliers de paquets malveillants sur Pipey et NPM. Certains embarquent des scripts d'installation suspects capables de télécharger des charges utiles supplémentaires ou de communiquer avec des serveurs de command and control. Un élément clé mis en avant, les URL suspects dans ces packages, elles sont souvent utilisées pour exfiltrer des données, télécharger d'autres malwares ou établir un canal de contrôle à distance. Fortinet a recensé 974 paquets présentant ce type de risque. C'est chaud, si vous développez en Python, là vous êtes en train de vous dire « Oh mon Dieu, je vais retourner au basique ». Une fois de plus, ces incidents illustrent l'importance de vérifier minutieusement les dépendances utilisées dans les projets et de surveiller l'activité réseau des installations des paquets Python et JavaScript. Un simple package malveillant peut suffire à compromettre les identifiants cloud et exposer des infrastructures critiques. Moi, je vois qu'une seule chose, les enfants. On se remet au COBOL. Il n'y a pas mieux qu'un mainframe là-dessus. Un développeur présumé du ransomware Logbit, Rostislav Panev, a été extradé vers les États-Unis après avoir été arrêté en Israël en août 2024. Âgé de 51 ans et détenteur de la double nationalité russe et israélienne, il est accusé d'avoir participé à l'opération Logbit en tant que développeur entre 2019 et février 2024, période à laquelle l'infrastructure du groupe a été saisie lors d'une opération des forces de l'ordre. Logbit est l'un des groupes de ransomware les plus prolifiques, avec plus de 2500 attaques recensées dans 120 pays, dont 1800 aux États-Unis. Ces victimes incluent des hôpitaux, des écoles, des entreprises, des agences gouvernementales et des organisations critiques. En tout, Logbit aurait généré au moins 500 millions de dollars de profits illicites. C'est net d'impôts, causant des milliards de dollars de pertes et des frais de récupération pour les victimes. Oh, les pauvres bichettes. Et dans son rôle de développeur, Panev aurait conçu des fonctionnalités critiques pour le ransomware, notamment un code permettant de désactiver les antivirus, un module pour déployer le malware sur plusieurs machines d'un même réseau, une fonctionnalité permettant d'imprimer automatiquement la note de rançon sur toutes les imprimantes connectées. Entre juin 2022 et février 2024, Panev a perçu environ 230 000 dollars pour son travail au sein du groupe. C'est plutôt cool en fin de compte, avec 3 bouts de code, il a fait 230 000 dollars net d'impôts, ça le fait. Son extradition s'inscrit dans un effort plus large. Contre Logbit, 6 autres membres du groupe ont également été inculpés aux États-Unis. Mikhail Vasiliev, Ruslan Aslamirov, Arthur Sengatov, Ivan Genavedich Krudatiev et Mikhail Pavlovich et Dimitri Korochev. Ce dernier a été identifié comme l'administrateur du groupe sous le pseudonyme Logbit Sup. En parallèle, Korochev, Matev, Sungrov et Korochev ont été sanctionnés par l'OFAC, l'Office of Foreign Asset Control du Trésor américain, pour leur rôle dans les attaques cybercriminelles.
Mais à part ça, les Russes sont les nouveaux alliés des États-Unis. Le groupe de ransomware Black Basta a mis au point un outil automatisé baptisé Bruted, conçu pour mener des attaques de brute force contre les firewalls et VPN exposés sur Internet. Cette plateforme permet d'accélérer les accès initiaux au réseau et d'étendre les attaques contre les infrastructures vulnérables. Bruted, c'est une véritable automatisation du brute force. Quand vous lisez l'article, c'est juste extraordinaire. Et d'après les analyses du chercheur Arda Buyukaya d'Electric IQ, Black Basta utilise cet outil depuis 2023 pour des attaques massives de credential stuffing et de brute force sur des équipements réseau exposés. Le framework cible spécifiquement des solutions VPN et d'accès distant. Alors là, accrochez-vous, il y a une petite liste à l'après-vert, mais vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on va se rendre compte que ça ponce correctement. Il y a SonicWall Net Extender, Palo Alto Global Protect, Cisco AnyConnect, Fortinet SSL VPN, Citrix NetScaler, Microsoft RD Web, le fameux Remote Desktop Web Access, WatchGuard SSL VPN. Vous sentez la petite goutte qui monte là sur le côté du... Bruted recherche ses équipements en énumérant des sous-domaines, en résolvant des adresses IP et en testant des préfixes comme .vpn ou remote. Il envoie ensuite les résultats à son serveur de commande et de contrôle, son fameux C2, avant d'exécuter des tentatives d'authentification en exploitant des mots de passe récupérés à distance et des suppositions générées localement. Pour éviter la détection, le framework va utiliser un réseau de proxy, ce qu'on appelle un SOC 5, et une infrastructure hébergée principalement en Russie sous l'AS Proton 66, le fameux AS 198 953. Les logs de discussion interne de Black Basta montrent également que le groupe a dû gérer des problèmes de paiement pour ses serveurs, offrant un aperçu des contraintes logistiques auxquelles ces groupes sont confrontés. Alors on va pleurer là. Alors il faut savoir que l'outil Bruted ne repose pas que sur des vulnérabilités exploitables, mais sur des identifiants faibles. Alors il existe quelques mesures de protection. Bien entendu, on va reparler d'utiliser des mots de passe forts et uniques pour tous les équipements réseau et les comptes VPN. Activer l'authentification multifacteur, le double MFA pour bloquer l'accès même en cas de compromission des identifiants. Surveiller les tentatives de connexion suspectes. Mettre à jour les équipements réseau pour éviter l'exploitation de failles potentielles. Bloquer les IP et domaines liés à Bruted répertoriés dans le rapport d'Electric IQ. Donc ça fait partie des IOC que vous pouvez récupérer. Il ne faut pas hésiter à les mettre sur vos équipements, surtout si vous utilisez ces technologies. Un article de Cisco Talos a récemment révélé plusieurs vulnérabilités affectant Mini Audio et Adobe Acrobat Reader. Toutes ont été corrigées, c'est la bonne nouvelle, par leurs éditeurs respectifs, conformément à la politique de divulgation de Cisco. C'est-à-dire que Cisco, par rapport à beaucoup d'influenceurs ou de lanceurs d'alerte, ce que j'appelle en culotte courte, ils vont d'abord prévenir l'éditeur, ils vont attendre que l'éditeur sorte un correctif et ensuite ils annoncent la vulnérabilité. Dans le cas de Mini Audio, c'est la CVE 2024 41147. Elle a été découverte par Emmanuel Tachot. Cette faille est une écriture hors limite due à l'absence de vérification de la taille d'allocation. Mini Audio est une bibliothèque audio légère en C qui est vulnérable lorsqu'un fichier FLAC spécialement conçu est lu en mode playback, entraînant une corruption de mémoire. La seconde vulnérabilité, elle touche Acrobat Reader. Ça a été détecté par KPC de Cisco Talos, ces failles qui concernent le moteur de gestion des polices dans Acrobat. Alors il y a plusieurs CVE. Il y a la CVE 2025 27163 et la CVE 2025 27164. Ce sont des vulnérabilités de lecture hors limite exposant potentiellement des données sensibles. Et la CVE 2025 27158 qui est une corruption de mémoire qui est causée par un pointeur non initialisé qui pourrait mener à une exécution de code arbitraire. Ces failles sont exploitables via des fichiers PDF malveillants contenant des polices corrompues, nécessitant une interaction utilisateur pour déclencher l'attaque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une vulnérabilité sur des PDF avec des polices corrompues. Ça marche encore, il y a encore des trous. Donc, évidemment, pour se protéger et pour se recommander, je pense que vous avez tous compris ce qui va se produire. On ne réfléchit pas, on patch. NTT Communications a subi une cyberattaque ayant exposé des données sensibles de 18 000 clients professionnels à travers le monde. L'intrusion a été détectée le 5 février 2025 lorsque l'équipe de cybersécurité d'NTT a repéré un accès non autorisé à un système interne de gestion des commandes de service. L'attaque a permis aux cybercriminels d'exfiltrer des informations critiques appartenant aux clients de l'opérateur, incluant les numéros de contrat, le nom des entreprises, les identifiants des représentants, les coordonnées, téléphone, email, adresse physique et les détails sur l'utilisation des services ntt.com. Tout ce qui avait été commandé. Alors malgré une première mesure de confinement appliquée le 6 février 2025, une seconde investigation le 15 février
a révélé que les attaquants avaient compromis un autre système interne forçant NTT à déconnecter l'appareil pour stopper leur progression. NTT a pris plusieurs mesures pour limiter les impacts de cette violation. Restriction immédiate de l'accès au système compromis, notification des entreprises affectées et renforcement des cadres de la cybersécurité. Un choix intéressant dans la gestion de crise, c'est que l'entreprise n'a pas choisi d'envoyer une notification individuelle aux clients touchés. Elle a préféré faire une annonce publique via son site officiel. C'est assez surprenant parce que quand on lisait au début dans le rapport notification des entreprises affectées, ça ne s'est pas fait individuellement. On fait un avis global, ça sort, ça tue aussi tous les cyber-influenceurs, tous les gens qui donnent telle entreprise s'est fait poncer, etc. Et joue la transparence, mais non pas auprès que de 18 000 clients, mais de l'ensemble de leurs clients. Il ne faut pas oublier que NTT Communication est l'un des plus gros fournisseurs de solutions de télécom et d'infrastructures réseau au Japon. Et c'est une cible récurrente des cyberattaques. En janvier 2025, un DDoS massif avait déjà provoqué 12 heures d'interruption de service. En mai 2020, un autre piratage avait conduit à la fuite d'informations clients. La vraie question qui se pose désormais, quelles sont les capacités réelles de toutes ces grandes entreprises à anticiper et à contenir ce type de menaces avant qu'elles ne prennent une ampleur critique? C'est intéressant, c'est à voir ce que ça va donner par la suite. Mais pour une fois, on va avoir quelque chose non pas de ciblé sur les clients où il y a une fuite, on prévient l'ensemble de ses clients. C'est une première. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du samedi 15 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un mail à radiocessor@gmail.com. J'ai eu un auditeur au téléphone. Oui, il a appelé pour laisser un message. Au même moment, j'ai décroché le téléphone. C'est un coup d'hasard. Il m'a posé une question que je pense que demain, j'en parlerai dans l'épisode de dimanche. On va parler de reconversion professionnelle, si ça vous intéresse. J'aimerais beaucoup avoir des réactions de votre part là-dessus. Est-ce que vous souhaitez qu'au niveau de Radio Cessor, on fasse un ou deux, pas articles, plutôt épisodes sur la reconversion professionnelle dans le domaine de la cybersécurité? Ça peut être intéressant suivant les périodes de sa vie, quand on démarre sa carrière, quand on est en fin de carrière, quand on veut alors j'aime pas le terme recycler, mais c'est un peu la réalité. Vous travaillez dans l'informatique, vous faites de l'infrastructure, vous dites tiens, je vais passer sur de la cybersécurité, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, un SMS. Je prendrai tout en compte. Je vais voir si je peux préparer un épisode, tout en gardant bien entendu la revue d'actualité, parce que l'objectif est quand même de vous informer. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Bon courage pour ceux qui sont sous la neige. Ça a fondu, moi c'est que de la pluie, mais par contre c'est de l'eau glacée qui tombe. Et il faut que je sorte le chien. Autant vous dire que je suis ravi. C'est bizarre, dans ce cas-là, on découvre que le mariage, non, c'est pas terrible. Chérie, tu sors le chien? Non, au revoir. Faut que j'arrête de raconter ma vie.